Bonsoir, messieurs, dames. Je suis heureux de revenir à Marseille pour rencontrer les bons. En ce qui me concerne, si vous voulez, je suis là pour vous parler de l'anthropologie de la peste, alors sous l'idée, si vous voulez, de l'étude des squelettes. Alors, c'était cette... je pensais venir vous parler des épidémies, puis je reçois le programme définitif établi par les bons, si vous voulez, qui me disent écrivez-y, vous allez parler de l'anthropologie de la peste. Et ce qu'il faut bien penser, si vous voulez, c'est que qu'est-ce que c'est l'anthropologie de la peste sur les squelettes? Est-ce que nous avons beaucoup de certitudes ou pas? D'accord? Et je vais vous montrer en fait à quoi ça peut servir. Et c'est cette question, si vous voulez, ça m'a laissé un peu... vous verrez qu'il y a sur l'anthropologie de la peste plus de choses à penser aujourd'hui finalement que de choses à dire. Alors, quelque chose qui est absolument extraordinaire en Europe, c'est que nous sommes les descendants de ceux ayant échappé à la peste, si vous voulez. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fantastique, de penser que ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui sont ceux qui ont échappé à la peste, d'accord? Mais ce sont ceux aussi qui ont échappé à d'autres épidémies. Alors, je ne vais pas vous parler d'autres épidémies aujourd'hui, mais on parle souvent, par exemple, de la peste. Je lisais dans l'avion qui m'a amené ici un texte absolument fantastique signé par Michel Signoli, si vous voulez parler sur les Fédons, et qui disait la peste, c'est dans l'imaginaire collectif quelque chose de terrible. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, par exemple, la variole, on en parle un peu moins. Pourtant, la variole, au XXe siècle, elle a fait entre 300 et 500 millions de morts, et on pense qu'on est plutôt proche des 500 millions que des 300 millions. Ceci pour vous donner quand même une idée du fait que nous sommes les survivants, nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu à toutes ces épidémies. Et alors, finalement, la question qui se poserait, c'est pourquoi, à la suite de l'exposé brillant que nous venons d'entendre, on s'intéresserait encore aux squelettes et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, si vous voulez. En fait, ce que vous avez en gras ici, c'est ce qu'on sait faire. Ce que vous avez en italique, c'est les questions qu'on se pose, et ce qui est en souligné, c'est ce qu'on pourrait faire demain. La question qui se pose, si vous voulez, pour la peste, c'est est-ce que ça a été une maladie émergente, finalement? Quand est-ce qu'elle est apparue? Et comment elle s'est développée? Michel Signoli vous en a parlé. On décrit, d'un point de vue historique, plusieurs épidémies, mais est-ce que ces épidémies, on sait qu'elles ont été réelles, mais est-ce que c'était des points d'acmé à certaines périodes, ou est-ce que c'était des endémies, si vous voulez? Là, on n'a pas encore de réponse, on va voir que les squelettes, éventuellement, pourraient y répondre. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, la question de savoir si elle tuait au hasard. Michel Signoli y a répondu, d'accord? Il vous a dit, elle tuait au hasard, d'accord? Et on verra à la fin qu'est-ce que ça veut dire qu'elle tuait au hasard l'ensemble de la population et comment les squelettes peuvent éventuellement y répondre. Et ça pose une question, si vous voulez, c'est la question de la démographie. C'est-à-dire quand on dit « elle tue au hasard », Michel Signoli vous a passé ces schémas, si vous voulez, de mortalité qui est observée dans les populations du passé, des courbes de mortalité théoriques qui sont donc observées, et ensuite des mortalités liées à la peste qui ne cadrent pas avec les courbes de mortalité théoriques, d'accord, et qui cadreraient plutôt avec des courbes de mortalité des vivants. Ce qui lui fait dire, et qui fait dire à de nombreux auteurs, que la peste tuerait au hasard. On verra ce qu'on peut en penser. Ensuite, une question, tuait-elle au hasard? Une question quand même qui reste en suspens, c'est de savoir effectivement si nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu, si elle tuait réellement au hasard. J'ai envie de dire à Michel Signoli que oui, le curé de je ne sais plus quel village avait raison, si tu veux, parce que si elle tuait au hasard, pourquoi certaines villes ont-elles été épargnées? D'accord? Et donc, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient protégés ou pas? Et est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on voit dans notre système immunologique? On verra qu'actuellement, si vous voulez, avec les données ADN qu'on a, on ne peut pas répondre, et c'est quelque chose sur lequel on pourra répondre, à mon avis, dans quelques années, voire très rapidement. Ensuite, si nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu, c'est que la peste a sélectionné les populations. Et qu'on le veuille ou non, la peste a sélectionné les populations. Je vais vous en donner un exemple simple sur Montpellier. En fait, la variabilité génétique des habitants de Montpellier au Moyen-Âge, avant 1348, était supérieure à la variabilité génétique des sujets de souche de l'Hérault actuellement. Pourquoi?
Parce que vous verrez que si la peste, même si elle tue au hasard, imaginez un allèle dans la population qui est représenté par 75, qui intéresse 75% des sujets. Il y a 60% de la population qui décède. La probabilité pour que l'allèle soit présent à la fin de l'épidémie, elle est de 100%, si vous voulez. Imaginez un allèle qui ne soit présent que dans 5% de la population. La probabilité pour qu'à la fin de l'épidémie, cet allèle ait complètement disparu, elle est presque égale, elle aussi, à 100%. Ça veut dire que ces grandes épidémies qui tuent beaucoup de sujets en peu de temps, en fait, elles font disparaître les allèles rares, essentiellement. Et ensuite, quand la population repart, eh bien, elle repart sur les allèles les plus fréquents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la population, ceux d'entre nous, nous sommes les descendants de ceux qui ont résisté, mais les allèles rares qu'il y avait avant la Grande Peste dans le sud de la France, ils ont disparu, si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est-à-dire que même si ça tue au hasard, ce n'est pas pour ça que ça ne sélectionne pas la population. Ensuite, en ce qui concerne les épidémies, quelque chose qui est le plus passionnant actuellement, et je dirais qui pourrait être résolu dans les années qui viennent, c'est celui de comment les populations, finalement, ceux qui ont survécu, ont exprimé leur ADN d'après. C'est-à-dire, c'est la question de l'épigénétique qui nous intéresse, c'est-à-dire que si on prend les squelettes de la Grande Peste, des sujets d'avant la Grande Peste et des sujets d'après, est-ce que les éléments qui vont être exprimés par l'ADN sont les mêmes avant et après? Je ne vais pas rentrer sur l'épigénétique, mais en gros, si vous voulez, les gens qui ont subi des stress très sévères, par exemple durant la Seconde Guerre mondiale, chez les femmes de certaines cohortes, on en est à la 5e génération après elles, eh bien on sait qu'il y a une expression différente de l'épigénome, et donc il est probable qu'après les grandes pestes, on a eu des expressions différentes de l'épigénome, mais ça je l'ai souligné, parce que ce que je vous parle, ce sont des choses auxquelles on pense maintenant, qui sont aujourd'hui de la science-fiction, mais qui devraient pouvoir être, qui sont de la science-fiction parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent, mais donnez-nous 3 millions d'euros, et ce ne sera plus de la science-fiction, si vous voulez. Donc ce sont des choses qu'on peut faire. Ensuite, pour faire de l'anthropologie, il faut des documents. Mes collègues vous l'ont dit, il faut des documents écrits. Tous ont signalé cette question. Et il faut aussi des ensembles funéraires. Ici, vous avez par exemple une sépulture de catastrophe. Et donc moi, je suis ici pour vous parler des ensembles funéraires et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Eh bien, quand on écoute ce qui s'est dit auparavant dans cette salle, si vous voulez, de quoi a-t-on parlé? On nous a dit, Olivier Dutour, il y a un trou qui est fait sous le vieux port pour faire passer un tunnel, on trouve des squelettes et on dit on les rattache à la peste. Et donc on les apporte, d'abord, les truands les apportent aux bons qui leur disent c'est de la peste. Mais en gros, finalement, à part effectivement ces collègues anglais dont vous parlez le professeur Raoult, il n'y a pas là-dessus de grandes découvertes. On savait qu'ils étaient morts de la peste, d'accord, et Didier Raoult, gloire à lui, mais démontre qu'ils étaient morts de la peste. Ce qui serait intéressant, et on va voir que c'est la question qui est posée aujourd'hui, c'est d'avoir des sujets dont on ne sait pas de quoi ils sont morts, et de démontrer qu'ils sont morts de la peste. Or, si vous voulez, la plupart des études qui ont été menées en microbiologie jusqu'à présent ont été menées sur des charniers dont on pensait que les sujets étaient décédés de la peste. Mais donc ça donne qu'une idée imparfaite. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement étudier de façon systématique les sujets. C'est ce qui se passe dans les publications qu'a présentées le professeur Raoult. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? On a des techniques comme le shotgun, si vous voulez. C'est des sujets qui ont la peste qui datent de l'âge du bronze, où les chercheurs, en fait, font du shotgun sur les dents, c'est-à-dire qu'ils sortent toute l'ADN qu'il y a, ils sortent l'ADN humain, ils sortent l'ADN environnemental, ils sortent de l'ADN aussi microbiologique, ils publient l'ADN humain, et un jour le patron se dit, au fait, il n'y avait pas de peste à cette époque, mais c'est Esquevillersé au Danemark, qui avait aussi un étudiant qui ne savait pas trop que faire, et il lui dit, mais regarde à l'intérieur de tout ce qu'il y a, s'il n'y a pas de la peste qui traînerait. Et à ce moment-là, si vous voulez, on s'aperçoit que la peste, eh bien, il y en a avant les textes. Il y en a avant la peste antonine, il y en a avant la peste justinienne, et il y en a à l'âge du bronze, voire même avant, un article de Nature Communication qui est paru il y a environ 4 ou 5 mois. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une exploration systématique des sujets, et pas uniquement, si vous voulez, de ceux dont on pensait qu'ils avaient la peste. Ensuite, donc,
je vous ai pris finalement la recherche des années 1980-2000, où vous avez ici, je dirais dans le monde, les piliers qui sont devant moi, si vous voulez, de cette recherche. C'est une recherche qui s'est passée dans le sud de la France, d'accord? On a une chance absolument extraordinaire, c'est qu'elle s'est passée dans le sud de la France, mais grâce aux 2 personnes qui sont là, elle a été publiée en anglais. Parce que si on avait continué en français, ça resterait toujours... ça. Et on a le cas de Montpellier et le cas des Fédons. Je vais vous présenter ces cas parce qu'ils vont vous montrer ce que l'anthropologie peut apporter. Le cas de Montpellier, Montpellier, 3e ville de l'univers. Paf, les murs ne se sont pas effondrés quand je vous ai dit ça, d'accord? Personne n'a fait de crise de jalousie, et ça vous a peut-être même amusé. Eh bien, pourtant, en 1348, tous les chroniqueurs européens, dirait Michel Signoli, parce qu'évidemment, il ne connaissait pas les autres villes, mais les chroniqueurs européens pensaient qu'en Europe, il y avait 3 grandes villes, d'accord? Montpellier, Bruges et Londres. D'accord? C'était les 3 grandes villes européennes. Et donc, Montpellier était décrite comme étant la 3e ville de l'univers. Dans cette 3e ville de l'univers, on a eu la chance, mes collègues vous en ont parlé, d'avoir Guy de Chauliac, et notamment ce manuscrit absolument fantastique, qui est très bien présenté sur Internet. Je vous recommande de frapper le petit Alamus, vous avez des traductions en occitan, etc. C'est passionnant. Et d'autres archives qui décrivent la peste, d'accord, et notamment Guy de Chauliac. Et en même temps, si vous voulez, on a tellement d'archives qu'on a pu faire la démographie de Montpellier. Alors là, déjà, si vous voulez, ces archives, ça nous montre quelle a été l'importance de la peste. Montpellier, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un village. En 985, il y a un comte qui décide que sur le petit village qui est à côté du Pérou, à l'endroit actuellement où vous n'avez pas les justices, eh bien là, on va faire Montpellier. D'accord? En 985, on a la fondation de la ville, et en 1985, vous avez une grande fête pour fêter cet élément. On a la charte qui est indiquée, et ensuite on sait combien la population va grandir. Elle grandit de façon absolument exponentielle jusqu'en 1348. J'ai fait les comptes, je vous montrerai ça après. Si actuellement on était parti sur la même croissance qu'entre 945 et 1348, il y aurait eu en l'an 2000 1,5 milliard d'habitants à Montpellier, et ça aurait été la première ville de l'univers. Mais là-dessus, si vous voulez, malheureusement, vous le voyez, la grande peste arrive et va tuer un tel nombre de personnes que Montpellier ne s'en remettra jamais. Si vous voulez. Montpellier ne s'en remettra jamais et ne s'est jamais remise finalement de la grande peste, puisque si ça reste une capitale régionale d'importance, on est loin de la 3e ville de l'univers qu'elle était avant 1348. Donc ça vous montre l'importance de la peste à Montpellier. Et justement, Michel Signoli l'a démontré sur de la démographie, Monsieur Raoult aussi, mais si on regarde qu'est-ce qui se passe, pourquoi la grande peste finalement, pourquoi Montpellier a été tellement atteint par la grande peste? C'est une des questions, si oui. Mais parce qu'en fait, la démographie y était énorme. On part en 985, la 985, c'est une simulation, si vous voulez, pour savoir combien il y avait d'habitants dans le village. En fait, on part de 1000, qui est peut-être supérieur à ce qu'on avait, et en fait, on arrive à 40 000 sujets en 1348, donc ça grandit, si vous voulez, très vite. Et quand vous avez l'année 1, l'année 2, la différence P0, c'est la population de l'année 1, la P1, la population de l'année 2, et la T, c'est entre l'année 1 et l'année 2, vous voyez qu'on a des taux d'accroissement en pourcentage qui sont absolument énormes. Si vous ne faites pas de démographie, ça vous dit peut-être rien, mais en fait, 2,18, si vous voulez, c'est parmi les maxima qui ont été observés dans le monde. 3% de croissance démographique, c'est le Panama lors de l'arrivée de certains bateaux au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est absolument maximale, qui frise le maximum qu'on connaît dans notre espèce. Donc Montpellier, si vous voulez, a une croissance énorme, qui ralentit. De toute façon, on ne peut pas avoir des taux de 2 à 3% pendant très longtemps, donc ça ralentit avec des 0,38, qui sont quand même des taux de croissance qui sont très importants pour l'époque, sachant que normalement on devrait être pour des populations de cette époque à des 0,000 quelque chose. Si vous voulez. Donc, et on voit qu'après, en 1348, on a un effondrement de la population avec moins 3,21% par an. C'est un effondrement complet. Et vous voyez que cet effondrement, il va falloir quand même attendre plus de 100 ans, si vous voulez,
pour qu'il soit compensé. Donc en dehors de cet élément, quand on regarde le cimetière de Saint-Côme et d'Amiens à Montpellier, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bien, là, vous avez les 3 sujets sur lesquels messieurs Raoult et Drancourt ont effectivement démontré que c'était de la grande peste pour l'épidémie de 1348. On sait que c'est l'épidémie de 1348 parce qu'on a eu de la chance, si vous voulez, il y avait un mur du cimetière dont on savait qu'il avait été bâti en 1351 et la sépulture multiple était juste dessous, quoi. Donc on est vraiment dans ces eaux-là. Ça, c'est un élément. Mais le cimetière de Saint-Côme et d'Amiens à Montpellier, qui est le plus grand cimetière urbain qui n'a jamais été fouillé en Europe, d'accord, eh bien, ne retrouve qu'une seule sépulture multiple qui est celle-là. Il ne retrouve qu'une seule sépulture multiple qui est celle-là. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, en fait, l'idée, si vous voulez, qu'on a des fosses communes, qui a pu être décrite par Ariès, n'existait pas à cette époque. Il n'y avait pas de fosse commune, mais simplement le cimetière avait un degré de rotation qui était beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'on inhumait les gens, d'habitude on inhumait les gens, au bout de quelques années, on refaisait un trou et on sortait les os. Eh bien à Montpellier, on inhumait les corps, et au bout de, très rapidement, on sortait des parties de cadavres, qu'on reposait et on rebouchait, si vous voulez. Donc il y avait un taux de renouvellement du cimetière qui était très très rapide, ce qui fait que par exemple nos collègues marseillais, qui sont des truands, si vous voulez, citent rarement Montpellier par les cimetières de peste, dans les cas du cimetière de peste, parce qu'effectivement ce n'est pas, on retombe sur cette idée, qu'est-ce que c'est qu'un cimetière de pesteux, si vous voulez. Et donc vous avez en revanche le cas des Fédons, par exemple, qui a donc bien été étudié par Michel Signoli, qui est un cas qui est postérieur, qui est un cas du XVIe siècle, et donc sur ce cas des Fédons qu'a étudié Michel Signoli, là on savait que c'était un cimetière de peste, et vous voyez que ce sont des sépultures individuelles, avec quelques sépultures où il y a plusieurs sujets, d'accord? Mais là, on sait que c'est un cimetière de peste, mais si un archéologue avait eu à sa disposition un cimetière des Fédons, simplement avec ce plan, mais sans données historiques, il n'aurait pas forcément dit que c'était un cimetière de peste, si vous voulez. Et il aurait même certainement dit que c'était un cimetière du tout venant. Donc on retombe, si vous voulez, dans ces cas comme Saint-Côme et d'Amiens, c'est à quoi s'intéressent les archéologues et les anthropologues quand ils parlent de cimetières de peste. Ils s'intéressent en fait souvent à des cimetières qui sont identifiés comme étant ceux de pesteux, d'accord, sur lesquels on va faire des recherches. Alors qu'on sait qu'à Montpellier, qui a été, comme vous l'avez vu, ravagé par l'épidémie de peste, les cimetières ont fonctionné normalement, et il est même très difficile, d'un point de vue archéologique, de différencier ceux des différentes couches, etc. Donc ce qui fait que c'est assez finalement difficile de parler, si vous voulez, d'anthropologie des cimetières de peste. En revanche, on retombe sur cet élément. En gros, si vous voulez, la mortalité avant la généralisation du vaccin par Jenner en 1800. La mortalité dans toutes les populations mondiales, qu'est-ce qu'elle était? Elle était la même sur plusieurs générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1000 sujets qui naissaient, il y en avait 333 qui décédaient entre 0 et 1 an, 333 qui décédaient entre 1 et 18 ans, mais quand vous aviez 18 ans, vous aviez une chance sur 2 d'atteindre 60 ans. Donc c'était cette idée dont vous parlait Michel Signoli, que la différence entre eux et nous, c'était la mortalité infantile. D'accord? Alors, cette différence, oui, c'était la mortalité infantile, et on a donc des modèles théoriques de population, et ces modèles théoriques de population, vous l'avez là, si vous voulez, en orange, avec ces bornes. Et vous voyez qu'au Fédon, donc, on a, qui est ce cimetière de peste, comme la peste de Londres du début du XVIIe siècle, et à Saint-Côme, la phase 12, qui est vraiment la phase au plein cœur de la peste, eh bien, on a ce dont Michel parlait tout à l'heure, on a une anomalie, d'accord? Cette anomalie, elle peut être liée à deux choses. Premièrement, c'est qu'on n'enterrait pas les mêmes personnes dans les cimetières, d'accord? C'est-à-dire une anomalie. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on se trouve quand même face à une anomalie démographique, où dans un lieu qui a été très touché par la peste, Saint-Côme, les Fédons, dont on est sûr qu'il y avait la peste, et la peste de Londres, on est sûr que c'est ce qu'ils appellent un charnier, les Anglais. Au XVIIe, il y en avait déjà, il venait d'apparaître. Eh bien, on a cette même, je dirais, démographie, qui fait dire que, finalement, ce serait le tout venant qui serait touché, puisqu'on aurait une courbe des décès qui, en fait,
se rapprocherait en fait de ce qu'on observe d'habitude dans la population vivante et non pas dans la population décédée. Alors, si vous voulez, ça pourrait être, on pourrait considérer que la question est classée. En fait, je vais vous montrer que ça pose d'autres questions. Quand on vous dit, avant 1800, la mortalité, c'était ça, c'est celle que je viens de vous dire. C'est une donnée ex abrupto, bon, je peux rentrer dans le détail, ça a été démontré, etc. Mais ça a été jusque quand? Jusqu'au grand singe? C'était comme ça? Jusqu'il y a 7 millions d'années? Et à partir de quand c'est apparu cette chose-là? En fait, si vous voulez, ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y a eu un passage dans l'histoire de l'humanité qu'on appelle le néolithique. Et ce néolithique, c'est le moment où nos ancêtres, il y a environ entre 12 000 et 5 000 ans, sont devenus des chasseurs-cueilleurs, sont devenus aux agriculteurs. On sait qu'en quelques milliers d'années, la population, elle a considérablement augmenté. D'accord ? En gros, les chiffres qui sont donnés, mais c'est à titre d'indication, c'est passé en quelques milliers d'années d'une population multipliée par 1000. Mais qu'est-ce que ça veut dire une population multipliée par 1000? Ça veut dire qu'on aurait eu des taux de croissance phénoménaux, si vous voulez. Mais si les taux de croissance étaient phénoménaux, souvenez-vous de Montpellier. Montpellier, c'est du néolithique, mais vu à une autre échelle. Si les taux de croissance avaient été phénoménaux, ça aurait continué. On n'aurait pas été 1 milliard en 1800. On aurait été des dizaines de milliards en 1800. Or, on ne l'était pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'évolution humaine qui fait qu'à un moment, la population mondiale a brusquement augmenté, mais qu'elle est restée contrainte dans certaines limites? Il y a une réponse à ça, ce sont les maladies infectieuses. C'est ce qu'on appelle la transition démographique néolithique. Et ça, c'est un modèle. Or, ce modèle, si vous voulez, pour avoir ce modèle, on dit qu'en fait, il y a une énorme augmentation démographique, et qu'il n'y a pas eu ce phénomène, si vous voulez, qu'on connaît en Europe. Actuellement, vous avez une guerre, la Seconde Guerre mondiale, ça tue les gens, et après la Seconde Guerre, vous avez un baby-boom. En fait, ce sont des épisodes où nous, on voit extinction de population, baby-boom. Mais imaginez notre modèle totalement différent lié aux maladies infectieuses. Ça tue en permanence, et en permanence, c'est baby-boom. D'accord ? Et les gens pensent que le néolithique, ce serait ça. Encore fallait-il le démontrer, si vous voulez. Pour démontrer ça, il fallait trouver une grande nécropole. Cette grande nécropole, on a eu la chance de la fouiller pendant 15 ans et de la publier. Bon, ça, c'était autre chose que je vous cite. Vous savez, c'était ça. Cette grande nécropole, c'était une nécropole dans la vallée du Nil qui date entre 3000 et 4000 avant notre ère. Et, si vous voulez, ce que je veux vous montrer dans cette grande nécropole, c'est que dans cette grande nécropole, nous avons eu une épidémie de tuberculose. On met en évidence une épidémie de tuberculose. Cette épidémie de tuberculose, là, vous avez 800 squelettes, d'accord, avec des taux de conservation qui sont de l'ordre de 96%. Sur ces 800 squelettes avec des taux de conservation de 96% et qui sont presque tous des enfants, vous avez en fait la tuberculose qui est uniquement au sud et qui s'éteint. Ensuite, elle s'éteint, on ne retrouve plus de cas. Ce sont des cas osseux, si vous voulez. Et ça mime un peu l'évolution de la tuberculose en phase épidémique, telle qu'elle a pu être décrite, si vous voulez, chez les Indiens. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit comme démographie? C'est là que ça devient intéressant. Ce que vous voyez comme démographie, ça se passe à gauche. D'accord? Vous avez le cimetière, le secteur sud et le secteur nord. Le secteur nord, c'est le secteur qui n'est pas atteint par la tuberculose, qui n'est pas atteint donc, par une maladie infectieuse. Enfin, il y avait dû y avoir certainement d'autres maladies infectieuses, mais il n'est pas atteint. Et on en entre vers 3500 avant Jésus-Christ. Et vous avez quelque chose, si vous voulez, qui se situe entre ces deux bornes, et qui finalement, il manque des adultes, hein, mais qui finalement, si vous voulez, semble assez correct. Mais regardez au-dessus ce qui se passe. Au-dessus, on a toutes les raisons de penser qu'on est face à une population naturelle. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a en fait une surmortalité dans la classe 1-4, on a une surmortalité dans la classe 0, si vous voulez, et ça, c'est des choses qui n'avaient jamais été vues jusqu'à présent. Et on pense que c'est lié, si vous voulez, aux maladies infectieuses. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de naissances, beaucoup de naissances,
plus que ce que donnent les modèles théoriques, mais à côté de ces plus de naissances, il y a encore plus de morts, si vous voulez. Et donc la question qui se pose par rapport à la peste et à sa démographie, c'est est-ce que les épidémies, parce que ça c'est pas résolu, si vous voulez, est-ce que les épidémies ou les endémies ont provoqué, si vous voulez, des schémas démographiques légèrement différents de ceux qui sont admis jusqu'à présent avant le 19e siècle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas résolu du tout. Ce n'est pas résolu du tout parce que on sait, par exemple, que les modèles que je vous ai présentés, dit le modèle de Lederman pour les spécialistes, en fait, ils sous-estiment la mortalité infantile. On sait qu'ils la sous-estiment, la mortalité infantile. Et alors, je voulais... Quand on regarde, qu'est-ce qui se passe en Europe, vous voyez, si vous avez la gravette, c'est des cimetières médiévaux qu'on a étudiés, d'accord, eh bien, on s'aperçoit que dans ces cimetières médiévaux qu'on étudie, pour lesquels on ne sait pas, il n'y a jamais eu de recherche de peste, ni de maladie infectieuse, eh bien, on s'aperçoit que dans ces cimetières médiévaux, okay, sur 2 périodes, là aussi, on a une surmortalité dans la classe 5-9, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des cimetières médiévaux, quand même, qui sont là du haut Moyen-Âge, 6e, 7e siècle de notre ère, où on trouve une mortalité qui, si on l'a trouvée dans un cimetière de pesteux, on dirait c'est la peste, d'accord, qui provoque ça. Et en fait, c'est beaucoup plus fréquent. Ce que je veux dire par là, c'est que cette démographie anormale liée à la peste, en résumé, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est que la démographie anormale liée à la peste, mais liée à des cimetières dont on sait qu'il y avait la peste, cette démographie anormale, on la retrouve dans certains cimetières médiévaux, sans qu'on sache actuellement l'expliquer, et qu'on la retrouve aussi au début du néolithique. D'accord ? Et donc, il pourrait y avoir un profil démographique qui serait un profil démographique qui reste à explorer, parce que je ne crois pas que ce soit un profil démographique de peste, mais qui serait plutôt un profil démographique de maladies infectieuses, si vous voulez, qui toucherait beaucoup de populations. Et dans ces profils de maladies infectieuses qui touchent beaucoup de populations, il pourrait y avoir, si vous voulez, beaucoup de naissances, d'accord, qui seraient contemporaines. D'ailleurs, c'est la question qui se pose, si vous voulez. On sait que l'épidémie, par exemple, du XIVe siècle, elle a duré en fait un siècle. D'accord. La population ne s'est pas éteinte. Si la population ne s'est pas éteinte, c'est bien qu'il y avait des gens qui naissaient. Nous sommes les descendants. Et donc, est-ce que les gens qui naissaient, il y en avait suffisamment pour compenser les épidémies et à quelle vitesse? Et donc, c'est la question, si vous voulez, que je voulais vous poser ce soir. Vous vous souvenez de mon début là, de Lacan qui se disait qu'il y a plus de questions finalement à se poser que de vérité à donner, si vous voulez. C'est qu'est-ce que la peste pourrait actuellement apporter comme réflexion aux anthropologues. La question qu'elle pose, c'est c'est une maladie qui tue énormément en peu de temps, qu'on s'aperçoit qu'il y a des périodes de l'humanité où pas forcément la peste, mais d'autres maladies infectieuses ont pu tuer énormément en peu de temps. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qu'on sait, c'est que la peste, comme elle tue beaucoup en peu de temps, elle a un profil démographique particulier. Mais ce profil démographique, on le retrouve dans bien d'autres nécropoles, et on le retrouve surtout, si vous voulez, aussi dans certaines nécropoles néolithiques. Il y a quelques-unes où on a vraiment beaucoup d'éléments qui montrent qu'à certains moments de l'humanité, on a pu avoir des espèces de bouffées infectieuses, si vous voulez, liées à des éléments actuellement inconnus, qu'on connaîtra peut-être un jour et que la génomique pourra mettre en évidence. Et si la génomique pourra les mettre en évidence, c'est certainement grâce à ces nouvelles techniques de shotgun, si vous voulez, qui vont permettre de faire des screenings entiers de population et pas de se limiter uniquement à des sujets dont on pensait qu'ils avaient déjà la peste. Donc c'était un peu ce que je voulais vous dire ce soir et vous montrer que l'anthropologie, même si nous sommes des truands, a peut-être autre chose à apporter qu'uniquement des squelettes pour lesquels on attendrait un diagnostic rétrospectif qui apporte beaucoup de choses sur l'évolution de la microbiologie elle-même, c'est certain, enfin sur l'évolution de la bactérie elle-même, mais qui en fait peut apporter plus vis-à-vis des maladies infectieuses que simplement finalement fournir des os pour montrer qu'ils avaient la peste. Je vous remercie.